Salutations, je m'appelle Chad et je suis ici au château de Kefili. Ils ont une pièce ici avec quelques exemples de mobilier médiéval et cela vaut la peine de faire une vidéo dédiée pour vous les montrer, car Kefili n'est pas le seul château à posséder des exemples de mobilier médiéval. J'espère vous montrer d'autres exemples dans d'autres châteaux lors de mon voyage en Grande-Bretagne. Mais ici même, c'est un excellent exemple, car cela ne ressemble pas vraiment à ce que beaucoup de gens imaginent lorsqu'ils pensent au mobilier médiéval. Au Moyen Âge, les gens adoraient les couleurs et les motifs qu'ils affichaient sur les murs et le mobilier. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Regardez la couleur de ce lit juste là, d'accord? C'est assez vif et criard, un peu plus criard que ce que nous pourrions apprécier de nos jours, mais nous avons un sens du style différent de celui qu'ils avaient à l'époque médiévale. Voilà à quoi ressemblaient réellement un lit et une chaise de noble. Plus précisément, à quoi la haute noblesse ressemblait-elle au début du Moyen Âge? Comme je vous le montrerai plus tard dans la vidéo, il était en fait assez courant que les meubles soient en bois poli durant la haute à la fin de la période médiévale. Nous pensons souvent à ces chaises, surtout lorsqu'elles apparaissent dans les films. Sont en bois teinté, bien poli, et parfois d'un brun foncé selon la teinture utilisée, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Si vous étiez noble, elles seraient peintes et colorées, et c'est cool, j'aimerais vraiment voir ça. Je suppose qu'un film ou une série télé qui représenterait le mobilier médiéval de façon plus précise, comme ce qu'on voit ici. Ce ne sont que quelques exemples, nous espérons en découvrir d'autres lors de notre voyage en Grande-Bretagne. Cette chaise est un exemple intéressant de précision et d'imprécision. La forme générale est très fidèle à une chaise de style médiéval, mais pour les personnes qui ont restauré ce château, eh bien, beaucoup des meubles médiévaux qui ont survécu avaient toute leur peinture effacée. Ils les ont donc polis pour refléter une esthétique du 19e siècle où les meubles étaient en bois poli. Oui, c'est joli, mais si l'on regarde vraiment ce style de mobilier, surtout les chaises élégantes, eh bien, à l'époque médiévale, comme nous l'avons vu au château de Caerphilly, si les chaises étaient sophistiquées, elles étaient souvent peintes. Cependant, il ne faut pas trop pousser l'explication ou la représentation des meubles peints au Moyen Âge. Cela existait surtout dans la haute société, mais pas tout au long du Moyen Âge. En réalité, lorsque j'examine les sources primaires de l'art médiéval, on peut voir de nombreux exemples de meubles en bois non peints à la fin du Moyen Âge, à tel point qu'il semble que les meubles peints soient plus représentatifs du mobilier de la haute société du début du Moyen Âge, mais en réalité, il était bien plus courant à la fin du Moyen Âge que les meubles soient en bois poli, souvent ornés d'un type de tissu coloré ou broché par-dessus. D'accord, voici l'une des pièces supérieures de la tour principale et c'est magnifique. Et encore une fois, c'est un espace de style extrêmement médiéval, je ne plaisante pas. Les motifs, les dessins et les couleurs, je vois très peu, vraiment très peu d'esthétique de la Renaissance ou d'époques ultérieures. Regardez simplement. Oh, waouh! Alors, peut-être que les miroirs en haut, c'est difficile à dire. Je dirais que ce n'est probablement pas entièrement médiéval, mais les peintures dans chacune de ces sections carrées, oui, même si les peintures elles-mêmes n'ont pas vraiment un style médiéval. Dans la peinture médiévale, il y a un style particulier dans les proportions et tout ça, où les singes, ici, sont en fait d'une qualité un peu supérieure à ce qu'on trouve habituellement dans l'art médiéval. C'est l'une des choses qui me bluffe dans cette pièce, vraiment. Le mobilier, c'est une représentation tellement splendide d'un lit médiéval noble, donc ce serait le lit d'un noble, de quelqu'un de riche en gros, et regardez la couleur, regardez la peinture qu'ils ont faite dessus, c'est magnifique. J'ai même lu que c'est basé sur un lit du XIIIe siècle. Je ne suis pas sûr que cette chaise soit très confortable par contre, mais quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est ceci, je pense que c'est une armoire, une armoire. Regardez le design et la peinture dessus, absolument magnifique, et c'est à ça que ça ressemblerait si vous étiez riche à l'époque médiévale. Vous voyez le niveau de couleur et de motifs là? C'est époustouflant, c'est incroyable. Oh, j'en suis amoureux, c'est une pièce tellement belle.
D'accord, il y a de petites choses sur lesquelles je dois chipoter. D'accord, nous avons de plus grandes fenêtres donnant sur l'extérieur, ce qui est intéressant parce qu'on a une grande fenêtre et aussi une étroite juste à côté. En réalité, on voudrait qu'elles soient toutes meurtrières, sauf si les fenêtres donnent sur la cour, où cela serait possible. Cependant, il y avait des exceptions avec de grandes fenêtres extérieures, et celle-ci est assez haute. Peut-être oui, on peut se le permettre, mais aussi, au niveau des détails, chaque alcôve a un pilier dédié intégré dans la maçonnerie, et ce sont des arcs brisés, donc c'est de style gothique, et puis regarde comment le feu s'installe naturellement dans l'un de ces arcs, n'est-ce pas? Honnêtement, c'est peut-être ma pièce préférée, tant pour son exactitude que pour le mobilier qui fait vraiment toute la différence. C'est incroyable, je suis sous le charme, c'est magnifique, et encore une fois, je m'attendais à ce que ce soit plus un mélange avec interprétation du XVIIIe siècle de ce qu'était le design médiéval, alors que d'après mes recherches, et j'ai étudié beaucoup d'art médiéval et tout ce genre de choses, c'est bien plus médiéval que l'interprétation du XIXe siècle de ce style. Par exemple, regardez les motifs, comment ils sont disposés en carré le long des murs ici, c'est vraiment très médiéval. Pour le design des motifs médiévaux, ils utilisaient souvent des formes et images répétées. C'est pareil pour l'armoire. Juste ici, vous voyez beaucoup de carrés, de croisillons, ainsi que des images répétées. C'est un style et une esthétique très médiévaux. Et on voit, regardez les fleurs, juste au-dessus, des images répétées, et d'habitude, ils pouvaient les peindre avec des pochoirs, qui ont en fait un pochoir, et ils pouvaient être faits en cuir, ou même dans un type de parchemin épais, et ils avaient cette chose, et ils peignaient dessus au lieu de faire le motif. La vidéo exclusive de cette semaine traite des sabres et de mon opinion à leur sujet. Mais ce que vous pourriez aussi être intéressé à voir dans notre catalogue de contenu exclusif, c'est la vidéo médiévale versus gothique de mon voyage au Royaume-Uni. Réservé à nos soutiens, ce contenu exclusif est accessible pour $1 par mois via Subscribestar, Patreon ou l'abonnement à la chaîne. C'est uniquement grâce à votre soutien que nous pouvons le créer. Shadowversity est actuellement financé principalement par ses soutiens, alors si vous voulez accéder à ce contenu et nous aider à continuer, rejoignez-nous. Également, Découvrez bientôt des images inédites de mon voyage au Royaume-Uni, publiées en exclusivité. Soutenez-nous, cela compte énormément pour nous. Je suis actuellement à Tretower Court, où l'on peut aussi visiter un château. Et l'une des choses les plus impressionnantes à propos de cet endroit, c'est qu'ils ont recréé une salle de banquet très authentique et historiquement fidèle. Et l'une des choses que j'adore absolument, comme je l'ai déjà mentionné dans des vidéos, ce sont les tapisseries murales. Maintenant, c'est difficile à dire exactement parce qu'il y a plusieurs façons de les décrire, comme tapis suspendu, tapisserie suspendue, brocart, muraux, donc n'hésitez pas à utiliser n'importe lequel de ces termes. Je pense que je vais simplement les appeler tapis muraux, mais on les voit tout le temps représentés dans l'art à l'intérieur, et j'ai pu voir plusieurs pièces médiévales reconstituées. Et c'est la première dans laquelle je viens qui possède réellement de véritables tapis muraux authentiques. D'habitude, ils pouvaient faire un badigeon ou peindre des fresques sur les murs et autres, mais en réalité, c'était l'une des façons les plus courantes de décorer non seulement leurs pièces, mais aussi les salles de banquet. Non seulement c'est génial de voir ces tapis muraux, mais c'est aussi une reconstitution très authentique à plusieurs niveaux. Regardez simplement les pieds de la table ici. Voyez-vous comment la table du Seigneur est peinte? C'est aussi intéressant. Ici, sur la table du Seigneur, ils ont des sortes d'assiettes en métal, et il se pourrait même que ce soit de l'étain, c'est difficile à dire exactement, mais ils ont des ustensiles de table en métal, alors que sur les tables inférieures, c'est plutôt du bois simple et de la céramique. Donc, des petits détails comme ça sont absolument phénoménaux, et si vous levez les yeux, puisque c'est un bâtiment du XIVe siècle, dans lequel nous sommes assis en ce moment, regardez ce travail du bois, c'est tout simplement magnifique. C'est vraiment impressionnant, et donc nous sommes dans une sorte de manoir, et c'est un manoir un peu fortifié ici, et je crois que ça se prononce Tours, et il y a aussi un château à voir là-bas.
Mais quel endroit absolument magnifique et superbe représentation de quelque chose que j'ai tellement vu dans l'art et rarement vu recréé. Donc les personnes qui ont décoré cette salle pour la rendre aussi authentique et historique que possible ont vraiment fait leurs recherches. Et puis, bien sûr, nous avons une version plus élaborée qui serait soit brodée, soit peinte sur le tissu, et celle-ci est peinte sur le tissu, et il ne s'agit pas seulement de motifs, mais comme vous le voyez, de véritables œuvres d'art. Comme je l'ai peut-être déjà mentionné dans la vidéo, il est difficile de dire quelle est son utilité, mais principalement, je pense que c'est pour la décoration. Cela pourrait aussi isoler davantage. Et l'avantage, c'est que si jamais vous vouliez déménager ou vous relocaliser et que c'est l'un de vos motifs préférés sur le mur, vous pouvez l'enlever et le remettre où vous voulez. Ce n'est donc pas réservé aux salles de banquet. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les chambres et dans beaucoup de pièces à l'intérieur des manoirs et des châteaux. Et il se pourrait qu'elles aient eu une autre fonction, celle de créer une séparation dans les alcôves, ce qui aurait permis de former un type de pièce distincte. J'aimerais émettre des hypothèses et parler un peu de ces magnifiques alcôves, parce qu'elles ont quelque chose d'assez romantique. Elles sont un peu plus privées, un peu plus séparées du reste de la pièce. Je me demande donc comment elles auraient été utilisées par rapport au reste de la pièce. En fait, regardez à quoi ressemble l'une de ces alcôves de fenêtres en parfait état. En ce moment, au château de Koch, et c'est un excellent exemple de l'une de ces alcôves de fenêtres c'est quand elle est plâtrée et peinte avec des coussins sur les côtés. Celle-ci, en particulier, a une fenêtre beaucoup plus grande ici, laissant entrer plus de lumière, mais on peut toujours imaginer ce que ce serait avec peut-être une meurtrière, comme ce que vous voyez au château de Képhili, et c'est vraiment un petit coin douillet et confortable, et encore une fois, avec une sorte de rideau pour le séparer, cela en ferait vraiment un petit espace privé ajouté à une pièce. C'est en fait à une échelle plus petite comparée aux autres chambres d'un château, et je me demande parfois, avec des alcôves comme celle-ci, si vous vouliez vraiment de l'intimité, vous pourriez accrocher un rideau ou une tapisserie juste devant pour avoir une intimité totale. Et si une famille entière vivait ici, il y aurait un lit pour la mère et le père, et généralement un lit séparé, parfois un lit gigogne qui se déploie pour les enfants. Et si vous aviez jusqu'à 3 enfants, ils dormiraient souvent dans le même lit. Et cela concerne des personnes importantes, même la noblesse, qui est liée au seigneur du château. Et c'est un bon exemple parce que vous avez cette cheminée qui augmenterait la chaleur, le confort, et cela vous donne une idée des autres choses qu'ils auraient pu mettre ici. Si c'était une pièce habitée, il y aurait plus de meubles. Regardez, une table pour manger ou des activités. Les jeux de société étaient populaires au Moyen Âge. Ici, on voit une grille à feu qui protège la pierre du feu principal. Les braises et cendres tombent à travers, évitant de devoir nettoyer ce genre de choses. Feu réel. Le cœur du feu serait surélevé. Donc, je suis ici au château de Cardiff et c'est en fait une excellente représentation de la pierre peinte. Ce mur aurait été enduit de plâtre et bien sûr peint. Nous voyons ici qu'il existe aussi un motif ou une imitation de briques peintes pour donner l'illusion d'une pierre taillée plus élégante, visible même dans les arcs au-dessus. C'était en fait assez courant, car on voit rarement de la pierre brute comme sur beaucoup de châteaux où le badigeon a disparu et où l'on voit la pierre brute. Et en fait, ça rend plutôt bien et de loin, on pourrait presque trouver ça assez convaincant. Mais c'est intéressant parce que le château de Cardiff est en quelque sorte une interprétation néo-gothique du XVIIIe siècle de ce à quoi ressemblait la décoration intérieure médiévale. Vous voyez, la mode et tout ça. Mais cette pièce ici est assez fidèle à ce à quoi ressemblaient beaucoup de pièces intérieures à l'époque médiévale. Ces briques peintes, puis des fausses briques peintes par-dessus. Je suis donc à l'intérieur de la salle de banquet du château Koch et celle-ci est vraiment impressionnante par son authenticité. Ceci pourrait très bien être une salle de banquet du XIIIe siècle avec seulement 1 ou 2 petites bizarreries, mais l'une des choses qui est parfaitement exacte, c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, la pierre réelle est recouverte de plâtre, puis ils peignent des choses par-dessus et ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont en fait
peint des briques. Et ensuite, ils ont peint des motifs sur cette maçonnerie et ce genre de briques peintes se retrouve tout le long des murs. Et au-dessus de cette maçonnerie, on trouve des fresques et des peintures très inspirées par la religion. Celles-ci semblent représenter certains saints. Ce qui n'est pas fidèle à la période médiévale, ce sont tous les portraits. Au lieu d'accrocher, vous savez, des tableaux au mur, eh bien, ils peignaient généralement directement sur les murs eux-mêmes. Maintenant, cette pièce, vous disiez, est restée en grande partie intacte. Elle est vraiment très proche de ce qu'elle était au XIVe siècle. Pratiquement... Oui, plusieurs autres pièces de la tour ont été modifiées. Dans les plus... À l'époque victorienne, la famille refusait, pour une raison étrange, de toucher à cette pièce. Elle a été ouverte un temps, d'où quelques graffitis modernes, mais elle est restée surtout fermée. C'est pourquoi cette pièce contient des graffitis datant du XIVe siècle. Parmi les choses qui me frappent vraiment, d'accord, c'est qu'il ne semble pas y avoir de plâtre d'origine sur les murs. Dans beaucoup des châteaux que nous avons visités, j'ai fait, je suppose, particulièrement attention au plâtre sur les murs et j'ai aussi mentionné que ce n'était pas universel. Quand il n'y avait pas de plâtre sur les murs, c'était généralement parce que la pierre était belle, bien ajustée et bien taillée, agréable à regarder. C'est ce que l'on voit dans l'art médiéval. Quand on voit de la pierre nue dans l'art médiéval, le type de pierre que l'on voit, c'est ce dans quoi nous nous trouvons en ce moment. C'est en fait un superbe exemple de ce à quoi aurait ressemblé une pièce en pierre nue de la haute société, parce que ces pierres sont très lisses. Elles sont tellement lisses, en fait, que j'ai dû regarder 2 fois. Je me suis demandé si cela avait été restauré, parce qu'il y a si peu de traces d'usure. Mais Ben, tu as dit que non, c'est bien du XIVe siècle. Parce que les fenêtres elles-mêmes auraient été des volets en bois ou des lancettes, donc auraient été tenues à l'écart de la pièce. Donc le grès lui-même, c'est du grès classique, facile à couper, facile à façonner. Il s'altère facilement, sauf si la pièce est protégée du vent. Et sèche, ce n'est pas un problème, et il fait aussi bien chaud ici. Ça m'a vraiment surpris, donc, parce qu'on regarde ici, on voit à quel point les pierres sont bien ajustées les unes aux autres, d'accord? Et ça a l'air tellement beau que vous n'avez pas besoin de l'enduire, vous n'avez pas besoin de le laver. Beaucoup des murs qu'on a vus dans beaucoup d'autres châteaux étaient très disparates. Vous savez, une maçonnerie un peu désordonnée, donc on comprend pourquoi ils mettaient de l'enduit. Si vous étiez plus riche, vous pouviez vous permettre de peindre, vous savez, vos meubles, et pas seulement les meubles, les murs aussi. Si cette pièce avait été vue à l'époque médiévale, elle aurait été blanchie à la chaux, enduite, et on voit en fait encore un peu de l'enduit d'origine sur le mur ici. Vous voyez ça? C'est de l'enduit d'origine sur le mur. Juste là, et donc ça vous montre que cette pièce était à l'origine entièrement enduite tout autour et aurait été blanchie à la chaux, et ça aurait été vraiment impressionnant comme résultat. Mais notez aussi le type de pierre qu'on peut voir maintenant que l'enduit est parti. Une maçonnerie plus petite, disparate, pas taillée, ni lisse, ni ajustée, avec le même niveau de précision que ce qu'on observe sur la pierre qui était faite pour être vue comme surface principale du mur. Oh, il y a les crochets! Oh là là, il y a les crochets sur lesquels ils accrochaient les tapisseries et les tentures murales. Toujours sur les murs. Oh là là, c'est un vrai plaisir. Je n'ai pas encore vu ça, il faut que je le voie. Je vais juste m'extasier là-dessus ici parce que c'est comme des preuves indéniables qu'ils avaient des tapisseries murales accrochées dans cette pièce, tout comme ce que nous avons vu dans l'art médiéval. Je n'ai vu qu'un seul château qui avait, je suppose, une reconstitution d'une pièce médiévale avec des tapisseries murales. Et c'est tellement méconnu, peu de gens réalisent vraiment que c'était une façon très courante de décorer les pièces. Voici les crochets pour les accrocher, vous pouvez aussi les voir ici. Oh là là, c'est un vrai plaisir. Contrairement aux intérieurs médiévaux plus authentiques que nous avons pu montrer, je me trouve ici dans l'une des suites d'invités du château de Warwick, et c'est en fait une représentation parfaite de ce à quoi les gens pensent que les intérieurs médiévaux ressemblaient, et c'est le résultat de multiples influences et styles. De la Renaissance ainsi que du renouveau gothique, où de nombreux éléments sont mélangés et qui représentent certaines choses que j'ai déjà soulignées. Par exemple, ce que vous verrez ici, ce sont des boiseries tout le long de ce mur. Ce n'était pas très courant, ce n'est pas très souvent représenté dans l'art médiéval, mais c'est très courant dans les intérieurs de style néo-gothique. Un autre point intéressant concerne les types de couleurs utilisées pour les rideaux et le lit.
Voyez comme il s'agit d'une palette de couleurs plutôt atténuée, un peu plus délavée. Ce n'était pas courant avec les couleurs médiévales utilisées pour décorer les intérieurs. Elles étaient généralement très vives et éclatantes. Ce serait un vert, un bleu ou un rouge beaucoup plus soutenu. Et le mobilier est un exemple intéressant. Regarde comme c'est magnifique. C'est un bon exemple du mobilier en bois poli des périodes après le Moyen Âge. En fait, voici aussi un exemple tiré de l'art médiéval d'un buffet en bois poli. Une chose intéressante à propos des lits clos, c'est que si vous vouliez vraiment un lit clos dans le but de retenir la chaleur, il serait plus petit. D'accord. Plus il est petit, plus il est facile pour la chaleur de votre propre corps de se diffuser et de réchauffer cet espace. Et donc, les lits clos étaient en fait à peu près aussi larges. Et quand je dis clos, c'est encore dans le but de se tenir au chaud, ils étaient à peu près aussi larges que les lits simples que nous avons aujourd'hui. Et pas aussi hauts, ils étaient plus courts et plus en forme de boîte pour vraiment retenir la chaleur. Ce que nous voyons ici, ce magnifique lit à baldaquin, n'est pas forcément conçu pour des raisons pratiques de conservation de la chaleur. C'est parce qu'il est superbe. Et c'est vrai qu'il est absolument incroyable, mais il ne faut pas vraiment le considérer comme typique de la période médiévale. Autre point souvent associé au style médiéval, le mobilier. Ceci n'est pas une chaise de style médiéval, elles étaient généralement plus en forme de boîte, parfois plus fines. Cela variait. Et bien sûr, la chaise que nous avons ici dans le coin n'est évidemment pas une chaise médiévale. Celle-ci date du XVIIIe siècle et tout ça. J'adore ce miroir est absolument magnifique. Ça ne me semble pas médiéval non plus. Une autre chose à commenter, c'est le mur. Donc, j'ai mentionné ce lambris en bois. J'ai vu, je crois, 3 exemples de lambris en bois, pas forcément de ce type. Ce qui était beaucoup plus typique, c'était le badigeon à la chaux et les murs peints, les tapisseries murales ou les tapis muraux ou la pierre de taille qui avait vraiment belle allure à l'intérieur. Et c'est justement ce qu'on voit ici. On voit de très belles pierres de taille bien ajustées tout autour, un magnifique plafond voûté et même si c'est un peu usé par le temps, ça reste vraiment très propre. Donc, je pense que c'était presque assez soigné pour être présenté comme un élément de décoration à l'intérieur d'une pièce, et donc il n'est pas dit que cela aurait forcément été blanchi à la chaux. Je veux dire ceci. Il est si lisse qu'il n'a clairement pas subi d'intempéries ni vieilli, donc cela vient d'une réparation ou reconstruction. Cette alcôve de fenêtre ici, mais c'est en fait une bonne représentation du type de pierre de taille lisse qui justifierait qu'on ne la blanchisse pas à la chaux ni qu'on ne la recouvre de plâtre pour laisser la pierre ressortir comme un élément décoratif. Et c'est à cela que cela aurait davantage ressemblé. Plus proche de l'époque où elle a été fabriquée, donc de la pierre taillée élégante de la période médiévale. C'est probablement bien plus représentatif. Ne faites pas attention au verre au plomb. Est-ce que c'est du verre au plomb? J'oublie le nom exact de ce motif en losange. C'est en fait plutôt quelque chose de la Renaissance. Si les fenêtres médiévales avaient du verre, c'était généralement très sophistiqué. On parle de vitraux et de choses comme ça, même s'il pourrait y avoir des exemples de ce style de fenêtre à l'époque médiévale. Ça me dit quelque chose, mais je dois vérifier. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas très courantes. Ce qui était beaucoup plus courant sur des fenêtres comme celle-ci, c'était un volet en bois, simplement quelque chose que l'on peut ouvrir pour laisser entrer la lumière, laisser entrer l'air frais, et quand on voulait le fermer pour garder la chaleur, le volet en bois venait par-dessus. Bien sûr, ces grands rideaux. Je n'ai vu aucun cas de rideau comme ça à la période médiévale. Des rideaux comme ceux-ci ne sont pas très courants, mais ce qui est intéressant, c'est que le motif lui-même est en fait un style de brocart tout à fait authentique, qu'il ne serait pas rare de voir à l'époque médiévale. Des tapisseries murales ou des tentures murales, et donc au lieu de les accrocher comme des rideaux, ce qui serait plus courant, c'est que ceux-ci, et nous avons déjà vu des exemples dans cette vidéo, n'est-ce pas, sont en fait accrochés le long des murs eux-mêmes. Donc pour la fantaisie, cette pièce est parfaite. Allez-y à fond. Elle est magnifique. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, fidèle au Moyen-Âge, vous devez connaître les différences. Et non, ceci n'est pas une pièce médiévale, mais c'est une pièce splendide ici au château de Warwick. Nous nous tenons dans la chambre d'apparat et il y a quelque chose de vraiment intéressant à noter.
Ce sont les tapisseries sur le mur ici, et je parlais avec Ben, qui était notre guide tout au long de la visite du château de Warwick, et tu as identifié que celles-ci ne sont en fait pas des tapisseries médiévales. Non, elles datent de 1000, Success. construites bien après le Moyen-Âge. Ces 4 demeures restent magnifiques. À ce moment-là, Le design des tapisseries avait atteint son apogée, on pouvait... dirais. Il s'agit de jardins de palais inspirés, avec une influence grecque. L'histoire, tirée des Métamorphoses d'Ovide, raconte qu'un jeune homme espionna une femme se déshabillant au bain. Les dieux, jugeant cela déplacé, le changèrent en cerf. Eh bien, voilà. Il est intéressant de montrer que même plus tard, ils accrochaient encore des tapis au mur comme décoration. Cela pourrait presque être vu comme un papier peint historique. Ce qui est aussi intéressant à souligner pour moi, c'est la distinction nette entre ce que l'on identifierait comme une tapisserie et peut-être un tapis mural, un tissu suspendu ou un brocart, de quelque sorte. Donc la tapisserie, c'est vraiment ce que nous voyons ici, où elle représente une scène. Elle comporte beaucoup d'art et de travail, contrairement à beaucoup de tentures murales médiévales. Il y avait parfois des tapisseries, mais le plus souvent, il s'agissait d'un type de brocart ou de motif, ou simplement de couleurs unies, comme des bandes de couleurs. Donc, je n'appellerais pas vraiment cela des tapisseries, j'appellerais cela des tapis suspendus, des brocarts suspendus, ou simplement des tapis muraux ou des tissus muraux. Il existe plusieurs façons de les décrire, mais c'est impressionnant de voir les murs ornés de tapisseries, même si elles ne sont pas toujours médiévales, parfois plus récentes. Elles sont tout simplement magnifiques. Donc, après la chambre d'état, nous sommes maintenant dans le boudoir, qui a aussi évolué pour devenir le boudoir d'une dame à un moment donné. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que nous voyons sur les murs, juste ici. D'accord, il s'agit essentiellement d'un tissu de soie, mais il est fixé de façon permanente au mur. Et c'est un excellent exemple de l'évolution transitoire, du passage des tentures murales médiévales, des tapisseries murales et autres, à ce qui deviendra plus tard le papier peint. Mais avant d'arriver au papier peint, vous avez essentiellement de la soie murale, qui est un brocart à motif fixé de façon permanente au mur, ce qui est fonctionnellement très similaire au papier peint, mais c'était fait en tissu, et vous pouvez voir cette évolution. Nous sommes maintenant dans ce qui était sans doute les quartiers principaux, les appartements familiaux. Dans leurs dernières années, vers 1950. 1960. Et ce qui est aussi très intéressant, parce que nous sommes maintenant à des périodes beaucoup plus récentes, c'est que nous voyons l'évolution finale de la décoration murale. Nous sommes maintenant passés au papier peint, en fait. Ce que je trouve intéressant à cette époque, c'est qu'il y a encore des motifs très distincts, presque médiévaux, sur les murs. Donc, ils appréciaient toujours le même style de design, mais la technologie a évolué, passant des tapis suspendus aux tapisseries, puis aux véritables, probablement des tapis fixés en permanence au mur. Le papier peint, qui est beaucoup plus facile à fabriquer et à poser sur les murs. Voilà, ce sont tous les exemples que j'ai pu voir en personne lors de ma visite en Grande-Bretagne de ce à quoi ressemblaient réellement les châteaux médiévaux à l'intérieur. N'oubliez pas de laisser un like, cela aide bien plus que je ne peux l'exprimer pour la portée de cette vidéo, et restez à l'écoute de Shadowversity pour plus de contenu médiéval, que ce soit sur les épées, les châteaux ou des tests de choses amusantes au hasard. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.